Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Ce nouveau numéro de School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, qu'elle soit sur le plan national ou local, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Et on est reparti pour le sommaire de ce tout nouveau mag. Aujourd'hui, tous les jours, on explore, vous le savez, toutes les dimensions concernant l'éducation. Aujourd'hui, tiens, on s'arrête sur le goût. Oui, le goût. Quelle éducation à l'alimentation et quelle éducation au goût? Vous allez voir que ce n'est pas totalement la même chose. Que peut faire l'école? Quelle pédagogie en vogue? On voit ça dans un instant avec nos invités. Il y a le bien manger, le bien vivre aussi, et ça passe par le développement durable. Quel lien entre le goût et l'anti-gaspillage? Élément de réponse là aussi dans un instant. Et puis, comme dans chaque mag, Alix Saloum. Puis on parle d'une approche nommée Cube et Petit Pois, qui est dédiée à l'éducation au goût. Cube et Petit Pois. On y va. Bonjour Anne-Didier Pétrement. Bonjour Patrice. Merci d'être avec nous sur ce plateau de School TV Le Mag. Vous êtes fondatrice de Mon Assiette à notre planète et administratrice, j'ai du mal aujourd'hui, de l'Association nationale pour l'éducation au goût des jeunes. Pourtant, j'essaie de me concentrer effectivement sur ce très long synthé. Audrey Nabonne est avec nous via Skype. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté vous aussi notre invitation. Vous êtes responsable de l'école du goût de la ville de Colomiers. Comment est née de Mon Assiette à notre planète, Anne? Alors, l'association est née de la volonté de rendre les élèves acteurs de leur alimentation et de la volonté également de mieux manger et de moins gaspiller à la cantine. Il y a combien de temps? Il y a une vingtaine d'années. Donc vous étiez un peu précurseur sur la question. Parce que on en fait beaucoup avec Alix des émissions chaque semaine, et c'est vrai qu'on en parle quasiment tous les jours maintenant du développement durable. J'ai quand même le sentiment qu'il y a 20 ans, ce n'était pas vraiment le cas. C'était un peu nouveau, effectivement. Lorsque j'ai commencé à m'occuper de ces questions, Et on vous regardait avec des gros yeux, du coup, ou vous disiez, à quoi bon? Ou déjà il y avait une petite appétence? Le fait que des personnes extérieures à la cantine s'intéressent à la qualité de l'assiette, au gaspillage alimentaire, aux quantités jetées, ça a suscité un petit peu de méfiance au démarrage. Et aujourd'hui, j'imagine que ça va quand même beaucoup mieux. Audrey Nabonne, comment pourriez-vous nous décrire aujourd'hui dans le mag cette école du goût à Colomiers? L'école du goût, elle est née en fait d'une volonté politique de la ville à s'investir dans le cadre des politiques éducatives et de santé publique, et de par aussi la qualité de la restauration municipale à Colomiers. Et l'objectif était vraiment de sensibiliser les enfants au bien manger, de la graine à l'assiette. Pour moins gaspiller, est-ce qu'il faut avant tout moins produire, Anne? Ça fait partie des actions qu'on met généralement en place pour réduire le gaspillage alimentaire. C'est une des actions importantes. Mais j'imagine que c'est le levier principal, non? Si on souhaite peut-être moins polluer, moins gaspiller, il faut peut-être un petit peu moins consommer, moins produire, du coup, non? Alors, est-ce que c'est le levier principal? En fait, ça dépend du diagnostic qu'on fait de la restauration scolaire et justement des points à améliorer. Ça peut être moins produire pour certaines restaurations, mais ça peut être aussi éduquer au goût. Donc, en général, tous ces leviers d'action sont liés et sont plus ou moins activés selon le diagnostic qui est fait du gaspillage. Alors, on va y revenir. Commençons par le goût, effectivement. Qu'est-ce que l'éducation au goût? On sait maintenant, on connaît un petit peu mieux parce qu'il y avait effectivement cette semaine du goût qui a été instaurée il y a maintenant quelques années et qui connaît véritablement un franc succès avec parfois des chefs qui viennent réaliser de très belles recettes et éduquer au goût. C'est quoi le goût? Quelle approche vous réalisez justement avec les plus petits? Alors, dans ces mots éducation au goût, on entend le mot éducation. Donc, en fait, c'est une pratique éducative qui s'appuie sur le fait de faire vivre des expériences sensorielles aux mangeurs. Donc, en fait, on s'appuie sur l'activation des 5 sens de tout un chacun pour aborder l'aliment. Et non pas, on n'aborde pas l'aliment sous un angle nutritionnel, mais véritablement en suscitant chez le mangeur le plaisir de goûter. Et il y a une différence entre l'éducation au goût et l'éducation à l'alimentation?
Alors, ce sont 2 wagons, pour moi, d'un même ensemble. On parle à la neige d'éducation au goût et à l'alimentation, parce que, en fait, l'un tire l'autre. Parce que lorsqu'on va inciter le mangeur à utiliser tous ses sens pour apprécier un aliment, pour le goûter, on va susciter chez lui l'envie de connaître d'où viennent les sensations qu'il éprouve. Et donc, en fait, l'éducation à l'alimentation, elle vient après, c'est-à-dire que le mangeur, le convive en restauration collective, va peut-être s'interroger sur l'origine des aliments, le mode de production, la saisonnalité, le mode de transformation. Mais on est vraiment parti de l'aspect sensoriel et on tire donc le wagon de l'éducation à l'alimentation. C'est pour ça qu'on lie les deux, éducation au goût et à l'alimentation. Audrey Dabonne, pourquoi l'éducation au goût est d'après vous fondamentale pour l'éducation de nos enfants ? Pour l'éducation de nos enfants, c'est aussi les rendre acteurs. Du coup, c'est les consommateurs de demain. Donc, c'est leur faire prendre conscience de l'alimentation durable, de qu'est-ce que c'est qu'un légume, par exemple. On a beaucoup d'enfants qui sont parfois des enfants urbains et qui connaissent pas forcément tout ce qu'on va trouver à la campagne. C'est important de les reconnecter justement avec la terre. Donc, nous, voilà, on travaille autour d'ateliers de cuisine, d'ateliers sensoriels et également, on va faire tout ce qui va être autour du jardin. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important et de fondamental pour sensibiliser au bien manger. Alix. Anne, sait-on à quel moment exactement se forme le goût chez l'enfant ? Oui, le goût se forme déjà dans le ventre de la maman, puisque le fœtus goûte, sent vers le 4e, 5e, 6e mois de grossesse, et que donc l'alimentation de la maman a un impact sur cette découverte de différentes saveurs, différentes odeurs, déjà à ce moment-là. Anne Didier-Pétrement, comment on éveille les sens ? Vous avez parlé effectivement d'éveiller les sens. Comment on procède ? Et apparemment, on peut commencer, si je comprends bien, dès le plus jeune âge ? Tout à fait, dès le plus jeune âge, en fait, dès le moment de la diversification alimentaire, donc 4, 5, 6 mois, lorsque l'enfant commence à goûter des aliments solides, on peut démarrer cette éducation au goût. Et donc dès le plus jeune âge, alors comment on fait ? Chez le tout petit, en fait, on fait découvrir différents aliments, de préférence de qualité, de saison. Et c'est ainsi que très naturellement, donc en fait sans grand discours ou sans leçon, l'enfant va apprendre à goûter. Mais s'il refuse, il faut persévérer ? Alors, s'il refuse, il faut effectivement persévérer, il ne faut pas forcer, il faut insister, il faut inciter avant d'insister, et persévérer, parce que tous les travaux de recherche montrent qu'un individu doit goûter entre 7 et 10 fois un aliment nouveau avant qu'il ne lui soit familier, avant qu'il ne l'apprivoise en fait. Donc en fait, il faut effectivement répéter, ne pas se lasser, ne pas se décourager à la première introduction, mais y revenir. Je comprends pas, ça fait 15 fois que je propose des choux de Bruxelles, il veut pas. Je comprends pas. 15 fois, on peut peut-être insister, on va peut-être passer à autre chose. Audrey Dabonne, ils ont quel âge vos élèves dans votre école ? Alors on intervient, on fait quelques sensibilisations en crèche, et après c'est principalement sur des élèves élémentaires et un petit peu en collège. Et alors, plus on commence tôt, mieux c'est j'imagine, mais plus on commence tôt, et est-ce que c'est facile pour les tout petits, les bébés dont parlait Anne justement ? Alors pour les plus petits, c'est vraiment de l'éveil sensoriel du coup. On est là sur de la découverte, on va juste toucher, sentir, on va se familiariser avec peut-être des fruits, des légumes, des textures. C'est vraiment, on est vraiment au tout début. C'est vraiment de l'éveil en fait sensoriel. Il y a le goût, il y a le toucher, j'imagine aussi, surtout pour les bébés, et aussi peut-être l'aspect visuel qui... Ouais. Complètement, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. On commence à apprécier un aliment en le regardant. Et donc, c'est vraiment très important de soigner en fait la présentation, l'aspect visuel, notamment des plats à la cantine. Et effectivement, avant de mettre en bouche, le mangeur peut tout à fait goûter avec d'autres sens
que le goût. Donc, il peut apprendre à toucher pour connaître les textures, il peut apprendre à sentir, à déjà regarder, parce que souvent à la cantine, les enfants passent très très souvent devant leur plateau et n'accordent pas beaucoup d'attention à ce qu'on leur sert. Et donc, en fait, pour les enfants les plus difficiles, c'est bien de savoir qu'on peut passer par d'autres sens avant de mettre en bouche. Il y a le toucher, effectivement, Audrey Narbonne, il y a le toucher, il y a le fait de les sentir, le fait de regarder, d'étudier quelque part ces aliments. Et ça se perd rapidement. C'est vrai qu'on le fait instinctivement quand on est bébé. On le perd assez rapidement, ça, à 3, 4, 5 ans. Alors, le perdre, non, on ne le perd pas. Après, justement, nous, l'objectif de l'école du goût, c'est de pouvoir intervenir sur chaque niveau scolaire pour que, justement, il y ait une progression et qu'on arrive après en 6e ou voire plus tard, mais qu'on arrive à devenir acteur en fait de ces choix. Donc on va démarrer avec des modules différents suivant les âges et après ce qui est important c'est vraiment d'avoir avec nous donc les enfants, la famille et les professionnels qui travaillent autour de l'école, que ce soit les agents restauration, les cuisiniers, le personnel du périscolaire, et c'est important qu'on soit tous acteurs en même temps sur ce même projet. Alix. Audrey, selon vous, le rôle de l'école est déterminant dans l'éducation au goût ? Alors, le rôle de l'école est déterminant, bien sûr. C'est aussi le lieu privilégié pour aborder tout ce qui est du fait alimentaire. C'est dans des programmes scolaires. Mais c'est vrai que nous, par rapport au restaurant scolaire aussi, on est présent et on se doit d'accompagner les enfants sur ce temps de la pause méridienne. C'est un temps qui est parfois pour des enfants un peu difficile. On parle de néophobie, on parle de... Enfin, c'est un moment qui peut parfois être appréhendé par certains enfants et à travers l'éducation au goût, on va amener les enfants à apprendre à goûter, à apprendre à ne plus avoir peur finalement, parce qu'on n'est pas à la maison, donc c'est pas pareil pour les petits. C'est souvent quelque chose qu'on découvre quand on arrive en petite section, donc c'est un accompagnement de tous les corps de métier. Anne, il peut avoir des phobies, effectivement, comme le disait Audrey sur cette pause méridienne. Complètement. Il y a des enfants qui ont effectivement des difficultés à goûter, des difficultés à mettre en bouche, des troubles du comportement alimentaire. C'est pas la majorité, mais en tout cas, on voit. Comment ? Tout petit déjà, ça peut... les travaux montrent que jusqu'à 2 ans, en général, c'est relativement facile de faire goûter de tout à un tout petit. C'est une période très favorable, très, très plaisante pour l'éducateur. Il prend le en bouche, il lance tout partout. Oui, mais en tout cas, il a en général peu de rejets et les légumes qui sont parmi les aliments les plus rejetés sont en général bien acceptés. Mais effectivement, après, comme le dit Audrey, on rentre dans une période un peu plus compliquée, qui est cette période de néophobie alimentaire, qui concerne en fait une grande majorité des enfants, puisque 70 à 75% traversent cette période de néophobie alimentaire. C'est une étape normale du développement de l'enfant, ce n'est pas un trouble du comportement alimentaire. D'accord. C'est bien de le rappeler aux parents, ça. Ouais. C'est bien de le rappeler aux parents. Ils ont tendance à s'énerver un petit peu. Tout à fait. Il faut savoir que voilà, ça passe et donc justement, il ne faut pas se dire « Ok, donc il est dans cette période, donc je n'introduis plus de légumes, plus de nouveautés. » Au contraire, il faut continuer à le familiariser pour que des empreintes se créent pendant cette période un petit peu délicate. Mais il n'y a pas de facteur donc, qui explique une phobie alimentaire ? Alors, certains travaux montrent qu'il y aurait une part d'origine génétique et d'autres... En fait, il y a des tas de recherches là-dessus. C'est aussi une période où l'enfant rentre dans une phase de non, une phase d'opposition, une phase de rejet. Donc, pour s'affirmer, pour développer son identité, y compris son identité alimentaire, il a besoin de repousser son assiette et de dire qu'il n'en veut pas. Audrey Narbonne, quelle place tient la notion de plaisir dans votre approche, dans votre école ? Elle est très importante. De toute façon, la notion de manger, c'est bien sûr une notion de santé, mais c'est aussi un moment de partage et un moment de plaisir. Et ça, c'est ce qu'on rappelle aux enfants systématiquement quand on est sur de l'éducation nutritionnelle, du coup, sur certains niveaux scolaires, que manger, c'est vraiment ces 3 piliers. C'est la santé, c'est du plaisir et c'est du partage. Donc le plaisir est très important, bien sûr.
Anne Dizier-Pétremont, vous êtes, je rappelle, la fondatrice de Mon Assiette à notre planète. Comment vous travaillez avec qui? Vous travaillez avec des écoles, des entreprises, des différents groupes? Ça peut être... De nombreux acteurs, en fait. De nombreux acteurs effectivement, des établissements scolaires, de la maternelle à l'université, des crèches aussi, parce que, comme Audrey l'a dit, c'est très important de commencer tôt. Des entreprises, des personnels de restauration, donc toute cette chaîne d'acteurs, en fait, qui ont un rôle important, qu'on découvre aujourd'hui, qu'on a un petit peu méprisé par le passé, et dont on découvre l'importance parce que ce sont les dernières personnes qui sont face à l'enfant pendant ce temps de la pause méridienne. Donc voilà, je travaille quelquefois en direct avec les enfants, quelquefois en situation de formation de tous ces acteurs. Et j'ai l'impression que vous insistez beaucoup sur l'environnement du repas. Qu'est-ce que c'est que l'environnement du repas? Alors, l'environnement du repas, c'est un ensemble. C'est à la fois l'environnement matériel, c'est-à-dire dans quel cadre on accueille les enfants, quel est l'éclairage, quel est le niveau sonore, quelle est la qualité de la décoration du lieu, en fait. Donc, on est vraiment au niveau matériel. Donc, pas ce qui est dans l'assiette, mais tout le cadre, tout l'environnement. C'est ça. Et surtout l'environnement humain. L'environnement humain, parce que on mange des aliments, mais on mange aussi toute cette dimension affective, des symboles, une culture alimentaire. Et donc, ces personnes, elles ont un rôle d'éducation prépondérant qui a été relativement oublié dans les dernières... en tout cas, une cantine idéale. C'est la cantine idéale et je trouve que la cantine a énormément évolué. C'est un peu un sport national en France de dans le bon sens la cantine. Oui, complètement. Oui, dans le bon sens, grâce à un certain nombre de lois et de règlements, d'encadrement qui amènent à une qualité supérieure dans Ils ont fini par vous écouter. Et donc la cantine a évolué et continue d'évoluer dans le bon sens. Et moi, je suis vraiment admirative de ce qui se passe. Il y a eu cette période Covid qui était extrêmement compliquée, où on a justement mis à mal ces dimensions de commensalité, de partage, etc. Ce qui est finalement pas un mal, parce qu'on s'est rendu compte justement de l'importance de ces dimensions et on les a retrouvées après et ça a redonné un peu toutes ces dimensions, toute la noblesse de cette restauration qui est une spécificité française qu'il faut absolument développer et maintenir. Audrey, l'école du goût, ça a dû être le casse-tête effectivement pendant le Covid, non? L'école du goût pendant le Covid, oui, ça a été un petit peu atypique, mais on s'est adapté et puis voilà, on a mis en place des protocoles et notamment des protocoles qu'avait, je crois, proposé la Neige. Mais voilà, on a mis des protocoles en place et on a continué l'école du goût adaptée. Dans votre démarche, justement, quelle place tient l'environnement du repas? Alors, elle est importante parce que, bon, nous, déjà, je n'aime pas trop parler de cantine, mais du coup de restaurant scolaire. Comme on parlait d'environnement, on est dans un restaurant pour les enfants. Elle tient une place importante parce que, donc déjà, effectivement, comme disait Anne, entre toutes les réglementations qui évoluent, la loi Egalim, la loi Climat Résilience, voilà, on est aussi accompagné par des grands réseaux professionnels comme Agores ou La Neige. Et je sais que pour Colomiers, nous, la municipalité a vraiment mis l'accent sur l'accompagnement des agents en fait, de restauration collective qui aujourd'hui, leur mission centrale est vraiment recentrée sur la restauration et l'accompagnement du temps repas. Donc pendant cette pause méridienne, on va mettre des actions en place, on va rendre acteur aussi l'enfant. On va lui présenter donc, des plats bien présentés. On va travailler sur la notion de petite faim, de grande faim. On va également lui donner un choix sur son choix d'entrée, son choix de dessert. Et ils sont même acteurs sur l'élaboration des menus. Donc les enfants qui sont à l'école du goût en scolaire du coup, proposent des menus adaptés, donc des menus qu'ils souhaitent manger. Du coup, c'est un défi zéro gaspille. On les fait travailler donc, sur l'élaboration des menus avec les contraintes qui nous incombent, donc la saisonnalité, la réglementation. Et donc ensemble, on arrive à construire des menus et qui sont servis du coup aux 4500 élèves enfin 4500 convives de Colomiers. 4500 convives de Colomiers, c'est quand même pas rien, effectivement, au quotidien. Anne, il y a Audrey qui parlait à l'instant de petite faim, de grande faim. Moi, depuis tout petit, j'entends toujours « termine ton assiette, termine ton assiette, termine ton assiette ». Dans quelle mesure cette petite phrase
termine ton assiette avant de faire quoi que ce soit d'autre, peut-être nocive. Est-ce que c'est nocif ou pas au final, cette idée de il faut terminer son assiette? Ça peut l'être. Si on n'a pas faim, quoi. C'est beaucoup mieux de réorienter vers goûte. Ouais. Goûte, tu vas te régaler. Et pas il faut goûter, il faut sortir aussi de ces il faut. Terminer son assiette, effectivement, c'est un peu moins à l'ordre du jour par rapport à il y a quelques décennies. Ouais. Et vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire la leçon. Mais est-ce que, cependant, c'est quand même important de donner du sens à ce que mangent les enfants, qu'ils comprennent le sens? Oui, complètement, parce que l'aliment n'est pas un objet de consommation comme un autre. Donner du sens, ça permet effectivement de moins gaspiller, enfin d'accorder de la valeur en fait à ce qu'il y a dans l'assiette, aux personnes qui la préparent et à ce temps en fait, ce temps de repas. Ça a été relativement malmené dans ces derniers temps, et donc en fait pour ça, comme le disait Audrey, il faut rendre l'élève, le convive acteur et stimuler en fait son autonomie, parce qu'on fait trop souvent trop à la place d'eux. Et moi, j'aime beaucoup la notion de don contre don, c'est-à-dire aussi demander à l'enfant qu'il rende, qu'il ne reçoive pas passivement un repas, mais qu'il rende aussi ce qu'on lui propose, c'est-à-dire qu'il prenne des responsabilités dans le temps du repas, par exemple servir les autres, demander si quelqu'un en veut, etc. Ça, je trouve que c'est très très important, et c'est à creuser prochainement. Et carrément, ça veut dire aussi se débrouiller tout seul assez rapidement, éviter au maximum d'intervenir, même s'il s'en met partout. Exactement. Et ça, c'est aussi former les agents de restauration, les personnels, pour qu'ils ne fassent pas à la place de l'enfant, mais qu'ils laissent avec éventuellement, effectivement, un peu plus de temps, un peu plus de saleté, un peu plus de chahut. mais au moins, voilà, qu'il soit acteur pendant son temps du repas. On parle de cube et petits pois, c'est de la loupe. Alix, cube et petits pois, c'est quoi? Eh bien, c'est l'approche de Christine Zalewski, docteure en biologie. Elle a récemment publié L'éducation alimentaire positive, un livre qui propose des activités ludiques pour apprendre aux enfants à manger de tout avec plaisir. Le déclic pour Christine survient avec la naissance de son premier enfant. Elle se tourne alors vers l'univers de la nutrition pédiatrique et fonde le site Cube et Petits Pois en 2010, avec l'ambition de rendre accessibles aux parents les informations théoriques et pratiques pour bien nourrir leur bébé. Et c'est à cette même période qu'elle décide de proposer des ateliers mêlant nutrition et cuisine pour les parents. L'approche prend alors forme, une approche basée sur 3 piliers. Avec ma pratique, je me suis rendu compte qu'il était essentiel de développer en même temps plusieurs points pour que l'enfant mange de tout, sainement, de façon équilibrée, et surtout qu'il aime passer à table et partager le repas en famille ou avec les autres. C'est devenu mon approche, Cube et Petits Pois, basée sur 3 piliers. Le premier, c'est l'alimentation. On se doit de proposer à l'enfant une assiette qui soit saine, adaptée et équilibrée. Le deuxième point, c'est l'éducation alimentaire. L'enfant a besoin de savoir ce qu'il a dans son assiette. Surtout les points, avec tous ses sens, savoir d'où ça vient, comment est-ce que c'est préparé. C'est ce que j'appelle en formation de la fourche à la fourchette. Le troisième point, c'est le lien que l'enfant va établir avec sa nourriture dans un écosystème particulier, avec des personnes qui vont l'accompagner. Et Christine Zalewski, que vous connaissez, ne s'arrête pas là. Non, puisqu'elle propose aussi des formations nommées Bébé Miam. Elles sont destinées aux professionnels de la petite enfance, que ce soit des écoles, des instituts ou des associations. À travers son approche, Christine a une vraie ambition et entend remédier à des problèmes bien ciblés. On l'écoute nous en dire plus quant à son objectif. Mon ambition avec l'approche Cube et Petits Pois, c'est vraiment d'éveiller l'enfant sur tous les plans alimentaires, que ce soit le goût, les textures, l'origine, la préparation des aliments, dans le but de prévenir notamment les refus alimentaires ultérieurs. Je n'invente rien, mais je suis vraiment convaincue qu'on accepte mieux ce que l'on connaît. Donc participons à l'éducation alimentaire de nos enfants pour les aider à savoir, à connaître ce qu'ils ont dans leur assiette. Anne, le concept de l'éducation alimentaire positive, vous le validez ? Oui, complètement. Complètement. Moi, j'aime bien parler
de tranquillité alimentaire en ce qui concerne l'espace de la pause méridienne. Voilà, véhiculer des valeurs positives pour que bien manger ne soit pas une injonction, ne soit pas une obligation, ne soit pas une corvée. Termine ton assiette. Créer à l'âge adulte des comportements alimentaires tranquilles, sains et favorables au plaisir. C'est tellement important. C'est tellement important. Et ça passe aussi par des mises en scène dans l'assiette, des petits bonhommes, des créations Complètement, oui, avec les tout-petits, ça marche très bien, ce genre de mise en scène. Ça marche à la fois pour donner envie de manger, et puis aussi à la fois pour négocier la part que l'enfant, dans son assiette, va consommer. Souvent, les adultes, d'eux-mêmes, parce qu'ils ont plein d'idées, il faut souvent les écouter, pas toujours été le cas, trouve le moyen de faire un visage et de couper le visage en deux, de dire ok, tu n'as pas très envie de le goûter, mais tu vas goûter la moitié du visage, tu vas commencer par le nez, etc. Donc tous ces jeux, mettre du jeu en fait dans ce temps est important. Donc éducation positive, alimentaire positive, oui. Audrey Nabonne, on a parlé effectivement de la notion de plaisir, on parle également du côté ludique dans cette éducation. Il faut redoubler d'imagination quand on éduque nos enfants au goût. Oui, tout à fait. Pour moi, l'école du goût, c'est un dispositif qui est ludopédagogique. C'est à travers le jeu et le faire aussi qu'on va arriver à sensibiliser les enfants, on va arriver à faire que les enfants, que ce soit à la cantine ou à la maison, puissent prendre du plaisir à manger. Donc le côté faire aussi en s'amusant est vraiment très très important et nous, beaucoup d'ateliers cuisine sont mis en place justement pour apprendre aux enfants à faire, mais des recettes simples, savoir faire des pâtes, savoir faire du beurre, savoir faire un rouleau de printemps. Ce sont des recettes toutes simples, mais qui leur permettent de découvrir, de toucher et de se régaler. On vous attend avec impatience. Vous savez que nous, on a des cuisines partout chez School TV. On a cette appétence pour la nourriture, effectivement. Il y a des cuisines un petit peu partout, avec des studios où il y a des cuisines. On vous attend, bien évidemment, avec plaisir. On a dit qu'en début d'émission, il y avait ce lien très fort, et pas forcément évident de prime abord, entre le goût et l'anti-gaspillage. Comment naît un projet anti-gaspi? Quelles sont les différentes marches à suivre et comment on établit son plan d'action? Il y a plusieurs points d'entrée sur la demande de la structure, de la collectivité. Il n'y a pas une seule point d'entrée. Souvent, le constat que les poubelles sont remplies et que ça n'a pas de sens et qu'il y a des taxes sur les déchets, qu'il faut les trier, etc. La mise en place de tables de tri, justement, restauration scolaire, met en route un établissement dans une démarche de réduction, de lutte contre le gaspillage. Donc il y a vraiment plusieurs moyens d'y arriver. Ça a été une porte d'entrée assez majoritaire ces derniers temps. Et aujourd'hui, je vois un déplacement, une espèce de déplacement plus fort vers l'éducation au goût et à l'alimentation. D'accord. Et où on place le curseur? Comment on pose son objectif avec l'école, pourquoi pas? J'ai vu que vous avez notamment travaillé avec un établissement à Bagnolet, en région parisienne. Comment on pose cet objectif? J'imagine qu'il doit être réalisable, mais à la fois ambitieux. Oui, c'est ambitieux. Alors, on pose l'objectif. On a des données nationales sur les chiffres de gaspillage qui sont traduites en grammes par convive et par repas. Voilà, c'est une mesure qui permet de comparer les établissements entre eux et les périodes entre elles. Et donc, l'établissement peut se fixer un objectif chiffré en termes de pourcentage de réduction du gaspillage ou en termes de passage des moyennes nationales qui sont autour de 120 grammes par jour et par personne à, par exemple, descendre en dessous de 80 grammes, voire moins. Donc, ça donne des objectifs chiffrés, ça caractérise un peu... À court terme, on peut les faire rapidement, Oui, absolument. En agissant sur tous les leviers, on peut avoir des résultats rapides, parce qu'on a un diagnostic, on a véritablement une photo de l'existant. Donc on sait où on va agir, avec quel levier on va actionner pour agir sur telle ou telle donnée du gaspillage. Et alors, il y a des mesures qui sont plus rapides, enfin des effets des mesures qui sont plus rapides que d'autres. Diminuer les quantités produites parce
que manifestement on produit trop, normalement ça ne doit pas prendre de 2 ans. Ça doit se faire assez rapidement. Voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'éducation qui nécessitent de semer des graines. Et voilà, les graines doivent lever et ça prend un peu plus de Forcément temps. plus de temps. Audrey, est-ce qu'il y a des éléments, des aliments bannis dans votre approche ? Non, pas du tout. Non, tous les aliments ont leur place, notamment tout ce qui est fruits et légumes. Donc l'école est vraiment, et la cantine, du coup, le restaurant scolaire, c'est vraiment l'endroit où les enfants vont découvrir un panel, en fait, de tout ce qui existe et qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de manger à la maison, justement. Et c'est à force de les présenter, des fois sous diverses formes. Ça peut être en soupe, ça peut être en entrée, râpé, cuit, peu importe. Et de les travailler aussi un petit peu en amont avec les enfants sur des séances d'école du goût, surtout sur des plats nouveaux. C'est important. Mais de bannir un aliment, non, pas du tout. Merci infiniment à toutes les deux. Du coup, j'ai faim. Ça y est. Par des goûts, ça m'a donné envie. Éveil au goût. Je suis très éveillé, il n'y a aucun souci. Merci infiniment. C'est une bonne maladie. C'est une très bonne maladie. À toutes les deux. Bien sûr, il ne faut pas abuser. Anne-Didier Pétremont, qui est fondatrice de Mon Assiette à notre planète et administratrice de l'Association nationale pour l'éducation au goût des jeunes. Et Audrey Nabonne, via Skype, merci encore, responsable de l'école du goût de cette très belle ville qu'est Colomiers. Merci à toutes les deux. Merci Alix. On se retrouve demain. On ne parlera pas de goût, mais de très bonnes choses. Ils feront ton programme. Ciao.